Bonsoir à tous et bien d'abord merci d'être là, si nombreux à cette conférence. Je vais vous faire un aveu, je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire. Mais c'est comme ça toujours à chacune de mes conférences parce que je ne les prépare jamais. Ça fait 32 ans que je donne des conférences et je n'en ai jamais préparé une. Si, j'ai essayé d'en préparer une fois, mais c'était une catastrophe. Et donc je me suis promis de ne plus jamais... parce que j'aime bien d'abord être avec vous, être à l'écoute de vous, parce que souvent c'est plutôt moi qui vous pose des questions, comme ça je peux y répondre. Et puis j'aime bien répondre justement à vos aspirations, à vos souhaits. Comme l'a dit Nathalie, j'ai commencé à méditer à l'âge de 15 ans, j'ai découvert la méditation et j'ai eu l'immense chance de rencontrer de nombreux sages sur ma route, des sages indiens, tibétains notamment. J'ai passé 15 ans auprès d'un grand maître du nom de Shimada Rinpoche qui faisait partie de l'école Nyingmapa, qui est la plus ancienne école du bouddhisme tibétain. Je ne suis pas devenu bouddhiste, je ne suis pas bouddhiste, je ne connais pas grand-chose au bouddhisme, si ce n'est que, à part ce que m'a transmis justement ce grand sage. C'était quelqu'un de très peu conventionnel, et j'adorais ça parce que justement, je ne suis pas quelqu'un qui aime les conventions, qui aime bien suivre les conventions. Je suis quelqu'un, peut-être comme vous, qui êtes là ce soir. Je suis un assoiffé de vérité, j'ai envie de comprendre les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut bien nous les communiquer, parce qu'on peut dire que d'une certaine manière, chacun a un petit peu sa vérité. Et l'idée, c'est justement, il y a ce que je crois, ce que je pense, ce que j'imagine, il y a toutes les certitudes que je possède, mais la réalité, au-delà de tout ça, c'est quoi ? Donc on va en parler, on va avoir l'occasion d'en parler. Je vais même vous faire une petite expérience durant cette conférence. Tout ça pour dire que, comment dire, la méditation, j'ai envie de résumer, la méditation, comme disaient la plupart des sages que j'ai rencontrés, c'est retrouver l'état naturel. Parce qu'on a l'impression que c'est une technique, c'est une pratique, c'est quelque chose comme ça qu'on va faire, qui va nous mettre la tête dans les étoiles ou qui va nous faire vivre des états particuliers de la conscience. En fait, c'est tout l'inverse. La méditation, ça nous ramène au contraire ici, maintenant. Et on apprend à moins se perdre justement dans les concepts, dans les idées. En fait, on est un peu comme dans une espèce de bulle. Nous tous, en fait, finalement, et moi y compris, on est dans une espèce de bulle d'idées, de concepts, de croyances, de certitudes, comme je viens de le dire. Et on donne un pouvoir à tous ces concepts, à toutes ces idées. Et on se fabrique justement des concepts, on se fabrique des croyances. Le problème, c'est que ça nous enferme. Et ça nous empêche d'être profondément ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, en fait, nous sommes un immense champ de possibilités. En fait, nous avons, comment dire, la nature humaine est quelque chose de tellement complexe, de tellement vaste, qu'on ne peut pas le nommer. D'ailleurs, chez les Upanishads, ils parlent de l'inconnaissable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître, ça veut dire qu'il ne peut pas être connu de manière intellectuelle. On ne peut pas l'aborder, on n'est pas équipé intellectuellement pour réaliser notre vraie nature, ce que nous sommes. Et c'est pour ça que si vous avez lu des livres sur la spiritualité, sur l'éveil, sur la réalisation de soi, on retrouve cette notion, en fait, que réaliser sa vraie nature, c'est justement lorsque le mental finit par se taire. D'ailleurs, il y a une très belle phrase que j'adore qui dit « Les questions viennent du bruit et les réponses viennent du silence ». Le tout, c'est d'arriver à trouver ce silence, à trouver cette zone de silence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête de penser, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on va cesser de penser, ce n'est pas du tout ça. Les pensées vont continuer à se produire, mais elles deviennent comme des nuages qui se produisent, mais qui n'affectent pas le ciel. Une fois qu'on a réalisé que finalement nous sommes le ciel au-delà des nuages, une fois qu'on voit que tout cela finalement est changeant, impermanent, n'a pas de réalité en soi, n'a pas de réalité solide, c'est là, il y a des questions qui commencent à se poser, puisque tout change, puisque tout se transforme, puisque tout se modifie, même mes pensées, même ma façon de penser. Mon corps se modifie en permanence. J'imagine, vous avez dû constater que vous n'avez plus le même corps depuis que vous êtes jeune. Il a un petit peu vieilli, parfois même beaucoup. Et parfois, on a un petit peu de mal à le promener aussi. Et on voit que finalement, tout ça change. Mais vous pouvez voir, pas seulement au niveau de votre corps,
mais aussi au niveau de vos pensées. Vous pouvez voir que votre manière d'appréhender les choses, votre manière de voir la réalité, la manière de la penser, en fait, a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé depuis que vous êtes enfant, vous avez évolué à l'adolescence, après quand vous étiez plus jeune, 20, 30, 40 ans, vous évoluez, et chaque fois, il y a des changements qui se produisent, vous ne voyez plus les choses tout à fait de la même façon. Ça évolue constamment. Encore que, est-ce qu'on peut se poser la question justement sur l'évolution de la pensée. Et ça, c'est encore autre chose. Et je trouve que c'est très interpellant parce que quand on commence à regarder tout ça, en arrière-plan, on se dit, c'est vrai, mes pensées changent sans arrêt. Les pensées que j'ai eues il y a une fraction de seconde ne sont déjà plus là. Les émotions que j'ai ressenties tout à l'heure, j'ai éprouvé de la tristesse, j'ai éprouvé de la colère, j'ai éprouvé de la joie, tout ça a changé, a disparu, n'est plus là. Et on peut se poser cette question fondamentale, mais qui suis-je ? On essaie de s'attacher à une certaine idée de soi-même, une certaine idée, ce qu'on appelle le sens du moi. Mais c'est rigolo, amusez-vous à vous interroger sur vous-même et vous dire, mais à quoi est-ce que je fais référence quand je dis « je ». Et vous allez commencer, amusez-vous à faire cette introspection et vous allez voir la difficulté que vous aurez de dire à quoi vous faites exactement référence quand vous dites « je ». C'est très vague, c'est très flou. Et comme disait Dalai Lama, normalement, plus on cherche une chose, si elle existe vraiment, plus on la cherche, plus elle devrait apparaître clairement. Et les bouddhistes disent, ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on ne l'a toujours pas trouvé. Alors, évidemment, ça nous ramène encore à cette question, mais qui suis-je alors ? Eh oui, et je vous la pose cette question. Et c'est la question, c'était un sage que j'avais rencontré qui nous disait, la question qui suis-je est probablement la question la plus importante et en même temps la plus inutile. Parce qu'une fois qu'on l'a réalisée, on voit qu'elle n'a pas de sens. Mais elle est très importante parce que c'est le marchepied, c'est la première étape vers laquelle, parce qu'il faut bien se poser la question. Si on veut savoir, si on veut avoir des réponses, il faut bien se poser les questions. Si vous ne posez pas de questions, vous ne pouvez pas avoir les réponses. Mais à un moment, il faut pouvoir justement abandonner la question pour trouver la réponse. Mais en même temps, c'est nécessaire de se poser les questions. En fait, on découvre finalement la spiritualité, on entre dans le monde du paradoxe. Mais le paradoxe n'existe finalement qu'au regard de notre appréciation ordinaire de la réalité. Alors c'est rigolo parce que je suis en train de réaliser que je suis en train de vous donner une conférence que je n'avais vraiment pas prévue du tout. Alors, moi j'aimerais vous faire vivre une expérience, c'est très intéressant. Comment, c'est une vraie question, hein, comment, à partir de quoi et comment vous percevez la réalité? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, la première chose, les sens. On perçoit finalement, on a 5 sens, vous devez le savoir. Hein. Sauf, évidemment, vous pouvez avoir un petit défaut de fabrication ou un accident de parcours qui fait que vous pouvez être privé d'un ou deux sens. Et on perçoit la réalité d'abord par l'intermédiaire de nos sens. Par l'intermédiaire, ça ne veut pas dire que les sens traduisent la réalité. Parce que ce que vous percevez au niveau visuel est très différent de ce que vous percevez. Et c'est très intéressant, un jour je me suis amusé à me poser la question, mais si mes sens fonctionnaient différemment, c'est-à-dire que si mon système sensoriel était fabriqué de manière différente, comment est-ce que je percevrais la réalité? Elle serait forcément différente. Et on sait très bien qu'une mouche n'a pas le même spectre visuel, de la même manière qu'un chien a une capacité à sentir des odeurs que nous, on ne peut pas percevoir. Certains animaux perçoivent les infrasons que nous, on ne perçoit pas. Et pourtant, on est tous baignés dans la même réalité. On vit tous dans la même réalité, mais personne ne la perçoit de la même façon. C'est la perception qui est différente. Alors, on perçoit d'abord la réalité par l'intermédiaire de nos sens. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Notre mental commence à fabriquer des concepts. C'est-à-dire, on commence à élaborer des concepts. Et c'est là que la bulle commence à se créer. On crée une bulle de concepts qu'on appelle le sens du moi, finalement. Et ça, on l'a élaboré tout au long
de notre histoire, et puis des choses qu'on nous a transmises, qu'on nous transmet, qu'on veut bien accepter, qu'on intègre, qu'on prend pour vrai finalement, et on se crée une réalité. Et vous mettez 10 personnes dans une même situation, vous interrogez chaque personne, il n'y a pas une seule personne qui vous dira la même chose, parce que, pourquoi? Parce que nous avons tous une histoire différente. En fait, c'est même plus profond que ça. Nous n'avons pas seulement une histoire différente, nous avons une façon d'apprécier notre expérience, notre histoire, de manière différente. Et là, je suis où, moi, là-dedans? Je vous avais dit, je crois que c'est d'ailleurs le titre de la conférence, vous n'êtes pas ce que vous croyez, vous êtes beaucoup plus que cela. J'ai eu la chance, un jour, il m'est arrivé une expérience, j'avais 19 ans, et c'est là que tout a commencé. Pour ceux qui ont peut-être lu mon livre, il s'appelle « Lorsque la vague réalise quel est l'océan », j'étais parti faire un stage, j'étais allé à Paris, et puis je voulais apprendre à communiquer parce que je me trouvais très timide. Donc je suis allé faire un stage, je me suis inscrit à un stage à Paris, et ça durait à peu près 8 jours. C'était très éprouvant, surtout émotionnellement, physiquement aussi. Et puis ensuite, je suis reparti, et puis je ne voulais pas repartir tout de suite, je voulais me reposer. Donc j'ai pris mon baluchon, et je suis allé à Antibes, pas loin finalement d'ici. Et alors, à l'époque, c'était dans les années 80, j'ai roulé toute la nuit, et j'étais très fatigué, et puis je me suis dit, bon, la première chose que j'avais envie, c'était de me reposer. Et donc je me suis dit, tiens, j'irai bien sur la plage, j'irai bien me reposer sur la plage. Et là, je me suis allongé sur la plage d'Antibes. Et il était à peu près 7 h du matin, il faisait encore un petit peu frais, mais je me suis quand même mis en maillot de bain, je me suis allongé sur la plage. Et là, il s'est passé quelque chose auquel je m'attendais absolument pas. Mon corps a commencé à se détendre tout seul, de manière très profonde, au point qu'à un moment, je ne sentais plus du tout mon corps. Et puis j'ai vécu ce que vivent certains, ce qu'on appelle les ND, une expérience de proximité de la mort. Mais je n'étais pas en train de mourir, j'étais juste en train de voir toute ma vie défiler à une vitesse absolument phénoménale. Et je voyais tout défiler, tout défiler. Et je me rappelais des pans de mon histoire quand j'étais tout petit, mais avec une précision absolument phénoménale. C'était assez impressionnant. Et j'étais en train d'assister totalement passivement, et puis je n'avais pas envie de changer quoi que ce soit parce que c'était assez délicieux comme expérience, et j'étais en train de percevoir des choses assez extraordinaires, et ça s'est mis à défiler, 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 et il y a un moment, les pensées se sont complètement calmées. Et les pensées n'étaient plus que comme des nuages qui apparaissent lorsque le temps est très clair et très dégagé, une pensée par-ci, par-là, juste qui apparaissait, qui disparaissait. Mais j'étais plus du tout impliqué. Et le sentiment que je vivais à ce moment-là était quelque chose d'assez particulier. J'avais l'impression d'être totalement uni à tout, de vivre un sentiment d'unité, de bien-être surtout, de bonheur aussi, et d'harmonie. Et finalement, la question, puisque c'était ma grande question depuis que j'étais tout petit, puisque un jour, mon oncle m'avait demandé, j'avais à peu près 13 ans, il me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» J'étais en train de dessiner, et je pense qu'il faisait référence à mon dessin que j'étais en train de faire, et je lui ai dit « Je veux être heureux ». Il m'a dit « Mais c'est pas un métier, ça ». Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux ?» Et en fait, ça a été ma quête. Tout le temps, je voulais comprendre. Et finalement, j'avais la réponse, de manière vivante, de manière authentique. Et je me suis rendu compte, alors à ce moment-là, je ne réalisais pas ce que j'avais vécu. Mais en fait, j'étais sorti de cette bulle du mental. C'est-à-dire que le mental continuait à fonctionner, il était beaucoup moins actif, mais j'avais une pleine conscience de ma vraie nature. Et c'était quelque chose d'absolument phénoménal. Et ça a duré toute la journée, et un peu plus encore après. Et je suis resté pendant d'abord jusqu'à 15 h 30 à peu près, allongé, sans bouger le petit doigt, tellement c'était bon. Je n'avais pas envie de bouger, c'était délicieux. Vous savez, c'est comme un bon gâteau que vous goûtez et vous n'avez pas envie que ça s'arrête, vous le gardez en bouche longtemps. Là, moi, j'avais vraiment envie de goûter ça pleinement. Et vers 15 h 30, spontanément, je me suis assis et j'ai regardé autour de moi. Je continuais à voir et c'est là où je me suis rendu compte que je percevais de manière ordinaire, je percevais le monde, mais par l'intermédiaire de mes sens. Mais que les sens ne traduisaient pas la réalité. Et il y avait quelque chose de plus. C'est-à-dire que je continuais à voir les gens qui étaient autour de moi, je voyais le sable, je voyais les mouettes. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand je regardais une mouette, j'avais l'impression d'être la mouette aussi.
J'avais l'impression d'être le sable, j'avais l'impression d'être les gens. Je me suis dit, c'est curieux quand même ce qui se passe. Mais à ce moment-là, le mental ne fonctionnait pas, donc je ne me posais pas vraiment de questions. Ensuite, et ce qui est assez extraordinaire, parce que là il se passe des choses quand même assez étranges, c'est que je suis resté sous un cagnard pendant toute la journée, je n'ai pas eu un seul coup de soleil. Ensuite, je me suis levé, et pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que je l'ai raconté souvent aussi dans des vidéos, je me suis levé à ce moment-là, puis je me suis dirigé, j'ai pris une direction sans savoir où j'allais. Et je me suis arrêté devant un terrain de camping, mais je n'avais pas de toile de tente. Et je dis à la personne, écoutez, voilà, j'aimerais bien avoir une place, mais j'ai un petit souci, je n'ai pas de toile de tente. Et il avait encore le téléphone à la main, et il me dit à ce moment-là, écoutez, il se passe quelque chose de très bizarre, parce qu'il y a une personne qui est partie ce matin, et puis elle a oublié sa toile de tente, mais elle est trop loin pour revenir la chercher. Et donc elle m'a dit, écoutez, vous la donnerez à la première personne qui vient, et c'était moi. Donc j'ai eu ma toile de tente. Et j'ai vécu ma première nuit aussi en pleine conscience. Et ce jour-là, j'avais 19 ans, ça a bouleversé toute mon existence, parce que j'avais bien conscience que ça n'avait rien à voir avec un état particulier de la conscience. J'avais bien conscience que je n'avais pas pris de drogue, je n'avais pas pris de substances particulières, j'étais pas, parce que justement, le mental n'était pas là. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de concept, il y avait juste une réalité que j'étais en train de vivre. Et beaucoup plus tard, après, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des sages, parce que les questions fusaient après, il fallait que je comprenne ce que j'avais vécu. Et le problème, c'est qu'après, c'est un petit peu difficile parce que je suis retourné à mon travail, je travaillais comme technicien dans une entreprise et j'avais un peu l'impression de perdre mon temps parce que je me disais, je suis là, je survis finalement, je fais un peu comme tout le monde. Comme on dit, il faut bien gagner sa vie. Et c'est un peu triste finalement, une vie où il faut gagner sa vie. Je me suis dit qu'on est quand même ici pour être heureux, pas juste pour gagner sa vie. Donc, évidemment, la question s'est posée et les circonstances ont fait que je me suis retrouvé à la rue, je me suis retrouvé SDF parce que j'ai accumulé les erreurs, ma copine m'a quitté, mes parents, c'était plus possible. Enfin bref, je me suis retrouvé à la rue. Mais dans mon malheur, j'ai eu une période qui était assez difficile puisque j'étais en foyer de jeunes travailleurs. Mais ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes et c'est comme ça que j'ai fait du théâtre de rue et que je me suis sorti justement de la rue et que j'ai financé mes études de psycho. Donc j'ai étudié la psychologie parce que je voulais comprendre, je voulais avoir des réponses. Alors il y avait des choses intéressantes, mais je me rendais compte qu'on restait dans les concepts. Et là j'avais vécu quelque chose qui me donnait un repère. Et que je voyais bien qu'on essaie de se débattre à essayer de comprendre la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? Et on élabore encore de nouveaux concepts. On fait de la philosophie, on fait de la psychologie, on fait de l'interprétation, on fait des tas de choses. Mais je me suis rendu compte, avec cette expérience et après avec tous les sages que j'ai rencontrés, eh bien qu'il y avait un chemin beaucoup plus direct vers le bonheur. En fait, c'est d'arriver à se libérer justement de cette prison dans laquelle nous sommes tous enfermés, de cette prison de concepts. Alors ça nous fait un petit peu peur parce qu'on se dit, oui, mais si je lâche mes croyances, qu'est-ce que je vais devenir? Et justement, ce ne sont pas vos croyances qui vous définissent, ce sont vos croyances qui vous enferment. Certains parlent de croyances limitantes, mais toutes les croyances sont limitantes puisque ce ne sont que des croyances. Et comme disait un sage indien, la vie se fout de vos croyances. La rivière, elle coule dans le sens qu'elle doit couler, et peu importe ce que vous croyez ou pas, elle coulera toujours et ce sera comme ça. Et donc, à partir de là, j'avais cette soif, je voulais comprendre. J'ai consacré beaucoup de temps à la méditation. J'ai passé des heures à méditer. Après, d'ailleurs, mon périple avec ces artistes, je suis parti. Pendant toute une année, je n'ai fait pratiquement que de la méditation. Je vivais de petits boulots pour pouvoir... parce que il fallait que je comprenne ce qui m'était arrivé. Et il fallait que je comprenne aussi, que je donne un sens à ma vie. Et puis ensuite, j'ai eu la chance j'ai commencé à rencontrer des sages de différentes traditions. J'ai rencontré Karl Graf Durkheim. J'ai rencontré un Américain aussi qui était très avancé dans le domaine de la méditation aussi. J'ai rencontré toutes ces personnes qui n'abordaient pas les choses de la même façon, pas d'un point de vue psychologique ni philosophique. Je sentais que c'était des gens qui étaient vraiment dans... Comment dire? Souvent on se fait une idée un peu curieuse du sage, mais le sage c'est quelqu'un d'extraordinairement concret. C'est des gens qui sont très concrets. Vous les sentez vraiment présents, ils sont vraiment là.
Ils ne sont pas perchés dans des idées, dans des philosophies abstraites, ils sont vraiment très concrets. Et ils vous disent des choses très concrètes, et souvent très déroutantes d'ailleurs. Juste un petit exemple, c'était Muktananda qui était venu aux États-Unis pour donner le dernier enseignement, puisqu'il avait annoncé qu'il allait mourir. Il est mort peu de temps après. Et puis des millions de personnes s'étaient massées, c'était dans les années 80. Et les gens s'attendaient à ce qu'il dise des choses extraordinaires. Et en fait, il a juste dit « Soyez de bons parents, soyez de bons époux, de bonnes épouses, soyez de bons enfants, soyez... et vivez pleinement votre vie, créez. » En fait, il avait dit des choses très banales, très ordinaires. Et c'est ce que je rencontrais quand j'étais à Xissa. Je me disais, attendez, c'est ça, la philosophie, c'est ça. Moi, je pensais vivre, réaliser des choses très profondes. Mais en fait, justement parce que la réalité, elle est là, ici et maintenant, là où vous êtes. C'était Stéphane Jordan, qui était aussi un éveillé occidental, qui disait, vous êtes juste là où votre cul se trouve. Et vous ne pouvez pas être ailleurs. Et si vous ne pouvez pas goûter ce que vous êtes en train de vivre maintenant, vous ne le goûterez jamais. Et en fait, nous, on vit toujours en se disant, ça ira mieux demain, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand je posséderai ça. Et le problème, c'est que quand vous dites demain, bah, ça fait quoi? C'est que ce sera toujours demain. Et donc demain, vous serez heureux. Mais comme demain, vous vous direz la même chose, ça n'arrive jamais. Et en fait, on vit avec l'idée qu'il faut posséder, avoir quelque chose pour être heureux. Et en fait, non. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est difficile parce qu'on est compliqué. Et le truc, c'est de se débarrasser de toutes ces complications dans lesquelles on s'est empêtré au fil du temps. Et de... En fait, on n'a même pas besoin de dénouer la pelote de laine parce qu'on n'a pas fini sinon. En fait, c'est de l'abandonner finalement. C'est ça le truc. Alors, il y a quand même, je vous rassure, ce que les bouddhistes appellent des moyens habiles, ils appellent ça. Je vais vous parler maintenant d'autre chose, mais qui est complètement en rapport. J'étais jeune aussi, et j'ai entendu un psychiatre américain un jour dire « On n'a pas peur de ce que l'on aime ». Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a procuré, c'était comme une espèce d'électrochoc. Parce que j'ai fait le constat, et vous pouvez faire le constat, les gens que vous aimez de manière authentique, hein, je ne parle pas de l'amour-attachement, où on est plein de désirs, plein d'attentes, où on est toujours déçu, frustré, etc. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la tyrannie. Et quand vous êtes capable vraiment d'aimer authentiquement, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Et je réalisais que ce psychiatre venait de me donner, enfin, il venait de nous donner une clé extraordinaire. Et je l'ai redécouvert beaucoup plus tard, parce que comme je venais de vivre aussi, en plus, une rupture, et c'est très douloureux, justement, parce qu'on s'attache, parce qu'on est plein d'attentes, parce qu'on se dit que grâce à l'autre, je vais être heureux, si je gagne au loto demain, eh bien, ça va me rendre heureux, etc. Enfin, on vit avec plein d'idées comme ça, un peu bizarres. Et, sauf que, évidemment, quand notre copain ou notre copine nous quitte, c'est là où on se dit, finalement, c'est souffrance, finalement, la relation. Ça pourrait ne pas l'être, justement, s'il y avait vraiment de l'amour. Pour ça, comme disait Mathieu Ricard, il disait, parfois, quand on voit certains couples, comment ils se haïssent une fois qu'ils se sont séparés, on se demande où était l'amour. Et quand j'ai entendu, donc, pour revenir à ce psychiatre qui disait, on n'a pas peur de ce qu'on aime, et j'ai commencé à mettre en application, à pratiquer justement l'amour, mais l'amour inconditionnel. Alors là, il faut faire la part des choses, justement, entre l'amour que la plupart des gens vivent, où ça fait mal, justement, où c'est douloureux, où ça nous fait tourner la tête, on est un peu comme quelqu'un qui a fumé un joint et qui perd la boule. Enfin bref, vous savez, ce genre de choses. Et puis la relation au début, vous savez, la fameuse lune de miel, où on est perché, on se dit ça y est, c'est merveilleux, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie, etc. Et comme je disais un jour à une amie, bah écoute, on va peut-être attendre quelques années, tu m'en reparleras. Et puis... oui, l'amour, c'est ce qui permet justement c'est ce qui est en arrière-plan, on va le voir. Et donc, là, c'est important de faire la part des choses entre ce qu'on appelle l'amour-attachement, qui est effectivement pleine d'espoir, pleine d'attente, pleine de désir, et qui, obligatoirement, génère de la souffrance quand ça ne va plus comme on veut.
nos enfants nous déçoivent, nos parents nous déçoivent, enfin bref, tout le monde nous déçoit, et finalement on est toujours malheureux, et on n'arrive jamais à trouver le bonheur. L'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Alors le truc, c'est que justement, nous, on a un héritage, c'est pour ça que Dalai Lama, parfois, il charriait un peu les Occidentaux, puisqu'il disait, vous avez hérité du romantisme. Et il dit, je ne connais rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme. Parce que dans le romantisme, en fait, vous n'aimez pas l'autre, vous aimez l'idée ou l'image que vous faites de l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Égard s'il ne correspond plus à cette image que vous faites de lui. Alors au début, il va faire, parce qu'il vous aime aussi, et il va faire tous les efforts qu'il peut pour essayer de ressembler à ce que vous voudriez qu'il soit, et vous faites la même chose, enfin bref, tout le monde souffre, et on appelle ça de l'amour. Et oui. Mais c'est pas de l'amour, ça c'est, encore une fois, c'est de la tyrannie. On se fait souffrir inutilement. Et le problème, c'est qu'on confond la relation et l'amour. Déjà, c'est pas la même chose. La relation, c'est comme une bonne partie de tennis. Vous choisissez un partenaire qui aime jouer au tennis, qui a envie de jouer au tennis, et qui en plus vous aime bien, donc il a encore plus de raisons de venir jouer au tennis avec vous. Ça, c'est la relation. Et ce qui est en arrière-plan, c'est s'il y a l'amour et la compassion. Alors c'est quoi? La compassion, là je vais aborder l'aspect, on va dire, bouddhiste, mais en fait c'est pas bouddhiste. Hein. La compassion, c'est ému par le souhait que les autres, et moi-même, parce qu'il faut s'inclure dedans, il faut être altruiste envers soi-même aussi, puissent se libérer des causes de la souffrance. Et l'amour, c'est de souhaiter aux autres d'actualiser, de réaliser les causes du bonheur. Donc c'est sous-tendu par un désir, un souhait, ou plutôt une aspiration à être finalement bénéfique aux autres. Mais comment puis-je être bénéfique envers les autres si j'ai déjà du mal à l'être envers moi-même? Et c'est pour ça que, et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié lorsque j'ai découvert le bouddhisme, parce que la première chose qu'ils nous apprennent, c'est à être bon pour soi. Et nous, on ne sait pas être bon pour nous. On ne sait pas prendre soin de soi. On sait se préoccuper de soi, on sait se préoccuper de l'image qu'on veut donner aux autres, et c'est pour ça qu'on va se faire souffrir, parce qu'on veut essayer de se conformer à ce que la société attend de nous, à ce que les autres attendent de nous, à ce que notre copain attend de nous, on va essayer justement d'être un bon père, une bonne mère, on va se faire souffrir, on va essayer d'être un bon patron, on va essayer de... Mais ça ne marche pas, et comme disait un sage indien, c'est fatigant d'être quelqu'un. C'est très fatigant d'être quelqu'un. Donc on va essayer d'être juste soi. Et pourquoi je vous parle d'amour? Parce que c'est une des grandes clés. D'ailleurs, Dalai Lama disait, ma religion, c'est l'amour. C'est le souhait d'être bénéfique au plus grand nombre. Et quelle est la meilleure façon d'être bénéfique au plus grand nombre? C'est justement, c'est de se libérer soi-même, de se libérer des obstacles. Comme disait Mathieu Ricard, en fait, on s'évertue à se libérer de ces toxines mentales, ce que les bouddhistes appellent les toxines mentales. C'est-à-dire de faire en sorte justement que notre esprit ne soit plus pollué par justement toutes ces émotions négatives, mais ça ne marche pas si on essaie de les combattre. Parce que c'est comme mettre de l'huile sur le feu, c'est comme essayer de si vous éprouvez de la colère et que vous essayez de vous débarrasser de la colère par la colère, qu'est-ce que vous allez obtenir? Un peu plus de colère. Donc vous allez être encore plus mal. Alors qu'en réalité, la colère, c'est une souffrance. C'est comme un bouclier qu'on utilise pour se protéger finalement de la peur et de la tristesse. Et comme je le dis souvent, ça ne vous viendrait pas à l'idée, si vous avez une plaie, ou vous êtes cogné, vous n'allez pas frapper encore dessus pour aller mieux. Vous allez en prendre soin. Et c'est pour ça que si vous vous bagarrez contre votre colère, ça ne va pas marcher. C'est comme si justement vous frappiez sur votre jambe en espérant qu'elle aille mieux. Ça va être encore pire. Et c'est exactement la même chose. Je prends l'exemple de la colère, pourrais prendre l'exemple de toutes les émotions négatives. En fait, c'est justement de commencer à regarder les choses sous un autre angle. Si vous êtes d'accord, on fera une petite pratique tout à l'heure qui nous aide justement à regarder et à apprécier la souffrance d'une façon différente. La souffrance, en réalité, c'est une information qui nous est donnée. Ce n'est pas quelque chose de mal.
C'est pas quelque chose qui, comme je dis souvent, quand par exemple votre corps, c'est souvent un fusible. C'est souvent un fusible qui nous... Et parfois, comme notre seuil de tolérance, on a mis notre seuil de tolérance très haut, il faut attendre vraiment qu'on tombe très très malade pour se dire qu'il serait peut-être temps que je m'occupe de moi. Alors que le corps est sans arrêt en train de vous informer, justement, quand il y a un déséquilibre, quand justement vous avez tendance à ne pas vous respecter, à ne pas respecter votre équilibre, et bien votre corps il finit par vous le dire. Et malheureusement, on est un peu bouché, donc on n'entend pas les informations. Et il est obligé à un moment de frapper vraiment très fort pour dire bon ça suffit, tes conneries, il faut que tu arrêtes de fonctionner comme ça, d'avaler n'importe quoi, de te reposer, de prendre du temps pour toi, etc. Et beaucoup de gens ne savent pas faire ça, et surtout en Occident, parce qu'on a aussi un autre héritage, c'est cette éducation judéo-chrétienne qui a développé le sens du devoir et qui nous impose d'être toujours au top, toujours parfait, toujours comme il faut, toujours, et de jamais se tromper, de jamais faire d'erreurs, etc. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à se détendre et on n'arrive pas à apprendre en plus de nos erreurs et de nos expériences. Donc ça aussi, la culpabilité, c'est vraiment un obstacle majeur dont il faut se débarrasser. Donc quand je parlais tout à l'heure, vous voyez, de se débarrasser, de se libérer progressivement de ces toxines mentales, c'est ça aussi. C'est d'arriver progressivement à avoir une conscience plus libre, moins encombrée de tous ces concepts, de toutes ces idées, de toutes ces croyances. Et les bouddhistes opposent justement à la connaissance intellectuelle la vue, ce qu'ils appellent la vue, c'est de voir par soi-même. Et c'est à ça qu'amène finalement la méditation. C'est de poser, de se poser, de laisser tous ces concepts, toutes ces idées, de se déposer, de s'apaiser et de regarder au-delà des nuages. Alors, au regard de ce que je viens de vous dire, vous allez vous dire, mais tout le monde ne peut pas réaliser ça. Mais ici, justement, tout le monde peut réaliser ça. Tout le monde peut être présent. Tout le monde peut accroître sa présence ici et maintenant. Tout le monde peut se débarrasser justement de ces toxines mentales. Tout le monde peut aspirer au bonheur. Tout le monde peut souhaiter du bonheur aux autres. C'est à la portée de tout le monde. Il faut juste avoir envie de le cultiver. Donc maintenant, pour parler de méditation, il y a 3 aspects, parce qu'aujourd'hui, la méditation, c'est devenu véritablement un vrai fourre-tout, dans lequel on se perd et on a un petit peu de mal, d'autant plus qu'il y en a qui, justement, le mental, élaborent des trucs un peu bizarres. Donc des fois, j'ai vu des choses un peu étranges quand même. Il y a plusieurs aspects dans la méditation. Vous avez certainement entendu parler de la pleine conscience. En fait, c'est un terme qui a été développé par Kabat-Zinn, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué de parler de méditation. Dès que vous parliez de méditation, les gens se braquaient, et ils avaient peur. Donc il a parlé de pleine conscience. Ça mettait les gens à l'aise. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on parle de méditation pleine conscience. En fait, c'est un pléonasme. Déjà d'une part. Donc ça, c'est un des aspects. En fait, la méditation, ça recouvre un ensemble de pratiques, puisque c'est un entraînement de l'esprit, comme le définit très bien Mathieu Ricard, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors après, il y a la forme, ça c'est autre chose, on n'est peut-être pas tous destinés à se promener en soutane, à faire vœu de chasteté, et puis à pratiquer dans un ermitage. C'est comme disait, j'aime beaucoup cette phrase de Mahamanda Mahi, c'est de là où on en est qu'il faut partir, et de là où vous êtes, justement, même assis sur votre fauteuil. Maintenant, vous pouvez être en état de méditation, vous pouvez méditer, puisque c'est un état. Le deuxième aspect de la méditation, donc il y a l'aspect de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? En fait, c'est justement d'entraîner la conscience à demeurer là où elle est présente. Parce que qu'est-ce qui se passe en état ordinaire? En fait, votre conscience s'identifie aux pensées qu'elle va suivre volontiers. Donc on est complètement identifié à notre mental. Et comme je disais tout à l'heure, en état ordinaire, on pourrait résumer ça en disant que nous sommes ce que nous croyons être, mais nous avons très peu d'idées de ce que nous pensons de nous. Ça, c'est le premier aspect, c'est d'entraîner la conscience à gagner en stabilité, à rester de plus en plus là. L'autre aspect, parce qu'on va se heurter à des obstacles, parfois importants, liés justement à nos conditionnements, à notre mental, parce que c'est pas si facile. Si vous vous contentez de faire juste de la pleine conscience, il y a un moment, vous serez dans ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une espèce de halo comme ça, un peu particulier, je médite tous les jours, mais vous n'êtes plus vraiment là. En fait, vraiment, c'est d'être vraiment là. Mais on va voir qu'il y a des obstacles, toutes ces toxines mentales, et comment on va s'en débarrasser. Et c'est pour ça, ça c'est le deuxième aspect de la méditation, c'est les antidotes. Il y a de très nombreux antidotes, je parlais de la culpabilité,
qui est vraiment un gros obstacle, c'est Shimon Rinpoche qui disait « L'homme, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. » Et vous ressentez sans doute tous un peu cette dualité, c'est que d'un côté, vous avez des aspirations, et puis en même temps, vous vous sentez tiré en arrière, parce que vous voulez une chose, et puis en même temps, ça ne marche pas. Vous aspirez au bonheur, mais voilà, votre mental vous fabrique tellement d'histoires que, et comme disait une sage indienne, en fait, c'est toujours, à la base, le problème, c'est toujours une histoire. Vous avez toujours une histoire. Vous avez une histoire avec l'argent, vous avez une histoire avec les femmes, avec les hommes, avec les enfants. En fait, vous avez plein d'histoires comme ça. Et vous créez sans arrêt des histoires. Les gens, d'ailleurs, qui sont des experts dans la création d'histoires. Ils aiment bien les histoires. Donc, ils font des histoires sur tout. Mais votre mental, c'est un expert de l'histoire. Donc, il crée des histoires sur tout ce que vous vivez. Même, il crée des histoires sur votre histoire, sur votre passé, par exemple. Donc c'est pour ça que vous allez faire une psychanalyse pour essayer de dénouer tout ça, pour vous dire, bon, on va redérouler tout ça, on va essayer de comprendre tout ce qui vous est arrivé. Et comme disait, comment il s'appelle, Arnaud Desjardins, maintenant qu'on s'est bien occupé du passé, on va voir si on a encore assez de temps pour vivre le présent. Donc il y a l'aspect des antidotes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je parlais d'amour, quand vous pratiquez l'amour, vous ne pouvez pas, au niveau de votre champ de conscience, vous ne pouvez pas avoir simultanément deux sentiments contraires. Vous ne pouvez pas souhaiter à la fois du bonheur à quelqu'un et en même temps le haïr. L'un interdit l'autre. Quand vous le haïssez, vous ne pouvez pas l'aimer. Vous ne pouvez pas lui souhaiter du bonheur. Vous avez sans doute remarqué ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, les neurosciences et toutes les études qui ont été faites sur le cerveau sont particulièrement intéressantes. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je m'aventure sur un terrain un peu dangereux, mais néanmoins, il y a des choses quand même tangibles qui sont très intéressantes. On sait très bien, par exemple, si vous apprenez du piano, une langue étrangère, etc., vous allez stimuler des zones de votre cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va créer des connexions nerveuses qui vont faire que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez parler anglais, plus vous allez... C'est la langue que je parle le plus mal. D'ailleurs, je n'en parle qu'une, c'est la langue française. Et plus vous allez vous entraîner au piano, plus vous allez réaliser une activité, plus vous allez solliciter ces zones qui vont s'enrichir en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est très intéressant parce que vous faites la même chose avec vos émotions négatives et positives. C'est-à-dire que plus vous êtes en colère, plus vous stimulez une zone, et vous, comme disent les bouddhistes, vous creusez un sillon par lequel vous allez plus volontiers passer. Et c'est comme lorsque vous jouez au bowling, vous savez, une fois que la boule elle est dans la goulotte, eh bien c'est fini, elle l'est jusqu'au bout. Et vous avez tendance à partir plus facilement quand vous êtes en colère, et hop, comme vous dites, c'est plus fort que moi. Et ça vous emporte. Parce que vous avez pris tellement l'habitude de ces émotions négatives, de ces sentiments négatifs, de les utiliser, de les réutiliser, qui fait que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Mais la science vient à notre secours en nous disant, mais non, vous pouvez créer un autre passage, vous pouvez créer un autre sillon, qui lui ira beaucoup plus dans le sens de votre bonheur. C'est pour ça que je parlais d'actualiser les causes du bonheur. En fait, regardez, c'est assez simple finalement. La spiritualité, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très simple. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes plein de colère, de jalousie, etc. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes vraiment heureux à ce moment-là? Personne, bien sûr. Par contre, essayez de penser à un petit enfant qui vient de naître ou qui est tout jeune, qui est en train de jouer, et à ce moment-là, vous laissez émaner de vous le souhait qu'il connaisse le bonheur. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous-même, vous allez être heureux en souhaitant du bonheur à l'autre. En fait, vous êtes des jardiniers. Vous devez choisir les plantes que vous avez envie de cultiver. Plus vous allez cultiver l'amour et la compassion, plus vous allez le faire exister, et plus vous allez créer un environnement dans lequel vous allez vous sentir heureux. Alors, la difficulté, et j'en suis conscient parce que je suis assez souvent passé par là, plus d'une fois d'ailleurs, et la difficulté, c'est d'arriver à éradiquer justement ces émotions négatives, parce que c'est justement devenu tellement une habitude. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses à faire. La pleine conscience pour ne pas s'identifier, cultiver justement les antidotes, parce que vous créez un environnement, un autre environnement qui va commencer à prendre de plus en plus de place dans votre vie et à commencer à s'étendre. Et ce qui fait qu'en plus vous allez pratiquer les antidotes, l'amour, la compassion, la joie, etc.,
plus vous allez la vivre, plus vous allez la ressentir, et plus vous allez y voir un peu plus clair sur la façon de vous libérer, justement, de ce qui vient trahir votre bonheur. Donc vous prendrez plus de distance par rapport à la colère, vous prendrez plus de distance par rapport à la jalousie, etc. Et ça va vous aider à prendre de la hauteur. Troisième aspect de la méditation, c'est pour ça que je vais commencer par cette question, qui suis-je? C'est de réaliser notre véritable nature. Là, c'est très intéressant pour ceux qui ont un peu étudié le bouddhisme. Vous avez ce qu'on appelle les 3 joyaux. Une fois qu'on a ces clés, c'est quelque chose d'extraordinaire. 1, l'impermanence. 2, l'interdépendance. 3, la vacuité. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous méditez sur l'impermanence, vous réalisez qu'effectivement, tous les phénomènes sont impermanents. Il n'y a rien dans l'univers qui ne dure. En fait, la seule chose qui dure, c'est l'impermanence. Tout change sans arrêt. Vous ne pouvez pas saisir une pensée, vous voyez qu'elle change sans arrêt. À un moment, un instant, vous éprouvez telle ou telle pensée, dans la seconde d'après, elle a disparu, pour faire place à une autre pensée. Si vous êtes attentif à ça, vous allez voir, ça change tout le temps. Il n'y a rien que vous puissiez saisir. Votre corps change tout le temps. Il vieillit, mais en plus de ça, scientifiquement, on sait qu'au bout de 7 ans, vous n'avez plus un seul des atomes de votre corps qui est présent. Vous avez changé, tous les 7 ans, vous changez de corps. Son effet, hein, c'est pas... Et plus vous allez avoir conscience, comme disait Dalai Lama, en fait, l'impermanence, la méditation sur l'impermanence, c'est un puissant antidote contre l'attachement. Parce que justement, essayer de s'attacher aux choses, mais puisqu'elles sont impermanentes, vous ne pouvez pas vous y attacher. C'est une illusion de s'y attacher. L'autre aspect, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, c'est très intéressant, c'est que, en fait, si je comprends, ma manière de penser, d'agir, de m'exprimer a une influence. Elle influence les autres, elle influence le monde dans lequel je vis, et moi je suis constamment influencé par le monde dans lequel je vis. Et ce que je vais cultiver, c'est là où je me rends compte à quel point que ce que je vais cultiver va avoir une incidence. L'autre aspect, la vacuité, c'est quoi? C'est de comprendre la vraie nature des phénomènes. La vraie nature des phénomènes, c'est, comme disent les bouddhistes, c'est emptiness, vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'existent pas? Si, bien sûr qu'ils existent. Mais regardez, vous prenez n'importe quel phénomène, vous prenez un nuage par exemple. Je trouve que c'est très éloquent, j'utilise toujours cette image parce que vous regardez un nuage, il n'existe pas par lui-même. Il est vide d'existence propre. Ça veut dire qu'il existe, il est vide d'identité solide. Il n'existe pas par lui-même. Il existe par le jeu des causes et des conditions. Il résulte d'un ensemble de causes et de conditions qui se sont réunies, qui ont fait que ce phénomène nuage apparaît. Et ce phénomène nuage va disparaître à la faveur du changement des causes et des conditions. Et il en est de même pour vos pensées, pour votre corps, pour tous les phénomènes sont finalement un aboutissement. L'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Mais c'est extraordinaire. Une fois que vous avez compris ça, ça veut dire que tout est changeable. Tout peut être changé. C'est qu'à partir de là, justement par le jeu des causes et des conditions auxquelles je participe directement ou indirectement, je peux influencer mon destin. Aller plus dans le sens d'un bonheur. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes des jardiniers. Vous cultivez, et en fait c'est à vous de devenir maintenant d'habiles jardiniers. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie? De continuer, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, et c'est rigolo parce que c'est quand même quelque chose qui est tellement évident, mais que la plupart des gens ont du mal de réaliser. Je ne peux pas espérer avoir une vie différente de celle que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui si je continue à penser, à agir, à m'exprimer de la même façon. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Sauf que nous, on veut bien que ça change, mais on ne veut pas faire d'efforts pour que ça change. Donc, nous sommes dans l'impasse. Il y a, comme disent les sages, il y a 2 grands obstacles à la réalisation de soi, la peur et la paresse. On a peur du changement et on est trop paresseux, parce que paresseux, c'est pas ne rien faire. Hein. Il y a deux formes de paresse en fait. Il y a la paresse passive et la paresse active. La paresse passive, c'est justement les gens qui passent leur temps au bistrot, à boire des coups, etc., qui ne font rien. Vous avez souvent ça, d'ailleurs, en Inde, comme ils croient à la réincarnation, ils disent toujours, bon, ben ça, on verra dans une prochaine vie, c'est pas grave. Donc, et nous, en Occident, on souffre plutôt de ce qu'on appelle la paresse active. On est toujours très, très occupé.
On court après tout, on a plein d'urgences, ce qui fait qu'on n'a pas le temps pour les choses essentielles. D'ailleurs, c'est rigolo, quand je questionne les gens quand ils pratiquent avec moi, je leur demande, vous avez pratiqué combien de fois? Ben, j'ai pas le temps. D'accord? Mais ils veulent du changement. Donc ils veulent bien du changement, mais sans faire le moindre effort. Donc ça, c'est pas possible. Ça marche pas. On n'a jamais appris à faire du vélo juste en le regardant. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin, si ça arrive, faites-moi signe parce que ça m'intéresse. Et on a effectivement ce paradoxe. Et c'est d'ailleurs un sage qui avait demandé à son maître, parce qu'il officiait beaucoup en Occident, puis il est allé voir son maître au Tibet, et puis il lui dit « Qu'est-ce que tu penses des Occidentaux ?» Et il lui répond « Ils perdent leur temps. » Il dit « Mais comment ça, ils perdent leur temps? Mais ils sont toujours occupés, ils n'arrêtent pas. » Mais justement, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps pour les choses essentielles. Ils n'ont pas de temps pour créer leur bonheur. Ils sont tellement affairés à des choses tellement urgentes. Et le problème, c'est qu'ils meurent comme ils ont vécu. Et ce qui est important, vous voyez, et j'aurais envie de résumer ça en disant, entre votre naissance et votre mort, vous avez un espace, comment vous allez le remplir? Alors certains d'entre vous, on a tous déjà une certaine expérience de vie, on a déjà bien roulé notre bosse, et des bosses on en a peut-être pas mal d'ailleurs, et les gens me disent « Ouais, mais à mon âge, c'est trop tard. » Ben non, parce que votre bonheur, il commence maintenant. Il commence maintenant parce que demain, comme disait Bouddha, demain dépend de ce que vous faites maintenant. Parce qu'aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et si justement vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de récolter, eh bien il est peut-être temps de se dire « Maintenant, qu'est-ce que je vais commencer à cultiver ?» Parce que les graines que vous êtes en train de semer maintenant sont déterminantes pour demain. Et tant que vous ne les semez pas, eh bien vous n'aurez pas de résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous entendez partout, on parle de l'instant présent, de maintenant, etc. Pourquoi c'est important? Parce que ça détermine demain. C'est aujourd'hui que se décide demain. C'est ce que vous faites maintenant, l'état d'esprit que vous cultivez chaque jour. Je ne dis pas que c'est facile, mais il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que les miracles, alors je sais qu'on aime ça parce que justement c'est notre côté paresseux qui fait que aujourd'hui n'importe qui peut nous vendre n'importe quoi. Parce qu'on est tellement pressé, on veut tellement des résultats rapides que le premier qui vous dit vous faites quelques séances de ceci ou cela et vous allez être libéré, ça n'existe pas, mais ça marche à tous les coups en tout cas, parce que les gens y courent. Il y a une histoire d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler des histoires de Moulay Nasruddin. C'est un personnage qui a été inventé par Indrisha. Et il est tour à tour médecin, sage, etc. dans ces histoires. Et puis un jour, en fait, c'est un sage. Et il va au centre du village, et il monte sur un podium, et il clame haut et fort qu'il a trouvé une technique qui permet aux gens d'aller très vite, de réaliser le bonheur très très vite, etc. Alors tout le monde est venu, tout le monde s'est amassé, il y avait des milliers de personnes qui sont venues, et dit « Maintenant, je sais comment manipuler les foules ». Une autre petite histoire d'ailleurs en cadeau de Moulay Nasruddin. Moulay Nasruddin, c'est pour ça que si un jour vous vous sentez un peu jugé, vous allez voir, ça va vous aider. Moulay Nasruddin sort de chez lui et puis il rencontre son voisin qui avait un cheval. Et il s'apprêtait à lui couper la queue. Et il interroge le moulin et puis lui dit « Toi, moulin, qui est sage, est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que je dois, la queue, est-ce que je dois la couper courte ou est-ce que je dois la couper longue ?» Alors, le moulin lui dit « Si tu la coupes courte, il y en a qui vont critiquer qu'elle est trop courte, et si tu la coupes longue, il y en a qui vont critiquer qu'elle est trop longue. Donc peu importe que tu la coupes courte ou que tu la coupes longue, ce sera parfait. » Ça veut dire que faites votre mieux. Voilà. Après, comme disait, que je vous ai dit, j'ai passé beaucoup de temps avec Shinmenzon Rinpoche, qui était quelqu'un qui n'avait pas son pareil pour être assez déroutant. Et moi qui avais passé des années à étudier la psychologie, etc., j'étais un peu conditionné par ça. Et j'allais le voir, et
et comme j'avais fait des psychothérapies aussi, je pensais qu'il fallait toujours parler de ses problèmes, etc. En fait, chaque fois que j'allais le voir pour lui parler de mes problèmes, j'avais l'impression qu'il s'en foutait mais complètement, et il me répondait pratique. Et ça m'énervait parce que moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 26 ans. J'étais tout jeune et donc forcément très naïf. Et je lui disais, mais moi j'attendais des réponses, donc j'étais frustré, je repartais un peu frustré, et il me répondait toujours la même chose, pratique, 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 inlassablement, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même m'y mettre. Et puis quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis rendu compte qu'il avait raison, que toutes les réponses que je cherchais étaient en moi, et qu'il suffisait que je m'y mette, parce que si vous voulez savoir comment faire du vélo, eh bien, il faut commencer à monter sur le vélo et se mettre à pédaler. Et là, vous comprendrez que l'instructeur qui vous dit pratique, 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 il avait parfaitement raison, parce que c'est la seule façon d'apprendre à faire du vélo. Voilà. Alors, je pourrais vous tenir la jambe comme ça pendant des heures, parce que j'ai des anecdotes, des histoires comme ça à vous raconter qui pourraient durer des heures. Mais si vous le voulez, je vous ai donné l'essentiel. Si vous avez des questions à me poser, je suis prêt à y répondre. Non? J'ai cloué le bec à votre mental. Si vous permettez, je vais voir, parce que ça donne soif. Hein. Non, ils n'ont plus de questions. Non, on en a trop. Tu peux m'ouvrir ça, parce qu'une main, c'est un peu difficile. Merci. Même pas une petite pour l'airboot? Oui, alors moi, je vais me lancer. Ah, voilà. J'aurais peut-être une question. Oui. Moi, je vais mon exemple personnel, c'est pour ça que je suis venue. La méditation, justement. J'essaye de méditer. Donc, étant en solo, je me considère comme en étant en école maternelle, même pas en primaire. En Moi aussi, on est deux. Et j'écoute, je suis une bonne élève, donc j'écoute, je me pose, je me mets, je fais tout bien comme il faut, et ça marche pas. Non, parce que justement, vous faites tout comme il faut. Alors je suis désespérée, parce que je me dis, soit je sais pas bien faire, soit je suis pas faite pour ça, soit j'ai le mental qui je comprends. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, je ne sais pas si je suis la seule ou si on est plusieurs, mais c'est vrai que c'est quand même frustrant quand on... Alors je me dis, comme... Ah, bon, tu vois. C'est pour que tout le monde entend. Alors je me dis en fait, est-ce qu'il y a une recette de la méditation? Voilà, en fait, oui. La question elle est toute simple, parce que je ne sais pas si je suis la seule, mais quand on se pose, qu'on a vraiment envie de bien faire, on a vraiment envie justement de faire du vélo, d'apprendre à faire du vélo, parce qu'on s'est rendu compte que bon ben voilà, on a passé allez, on va dire un peu plus de la moitié de sa vie on n'était pas sur la bonne route, et puis on s'est dit tiens, la route, je la sens bien comme ça, et puis j'ai envie d'y aller. Et puis donc on commence à prendre un petit peu des infos à droite, à gauche, sur internet, il y a tout, il n'y a rien, on se perd. Et puis un jour on se dit tiens, la méditation c'est bien, ça me parle ça, la méditation, pour rentrer à l'intérieur de moi, puis pour me rencontrer, parce que finalement je ne me connais pas. Puis surtout je me fais du mal, je me fais souffrir, je fais souffrir les autres, et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et quand on essaye de bien faire, du moins de faire tout simplement, et bien moi, chez moi ça ne marche pas. Je reste toujours sur un plan mental, c'est-à-dire que mes idées, même si je dis, allez, on dit va-t'en, non, elles sont là. Oui, ça marche pas ça. Impossible. Alors, voilà, je suis un petit peu aussi là pour ça, oui. Pour comprendre et pour savoir si je suis toute seule comme ça. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, c'était juste cette question-là. S'il y a une recette, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un apprentissage, comment ça se passe? Voilà. Alors, je vais répondre. Il y a plein de réponses à donner à cette question qui est très importante. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'est pas... Il faut déjà enlever ça, c'est qu'on n'est pas petit. Tout le monde... J'adore, il y a une philosophie dans le zen qu'on appelle l'esprit du débutant. On est tous des débutants. Il faut toujours, et d'ailleurs la meilleure façon de bien pratiquer la méditation et de tout le temps la pratiquer, c'est toujours se considérer comme un méditant. J'entends régulièrement à travers toutes les conférences que je donne, les ateliers que je donne, les gens qui me disent « Oui, mais tout ce que vous dites, je sais déjà, etc. » Alors pourquoi vous venez ?
si vous savez déjà tout ça. C'est que le problème, c'est ce qu'on appelle de la suffisance. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais moi, je sais déjà. » Il y a même une personne, un jour, qui a quitté un de mes ateliers, qui a dit « Je perds mon temps avec vous, je m'en vais, je sais déjà tout ce que vous dites. » Sauf qu'en partant, elle a quand même avoué qu'elle avait une hernie discale, qu'elle était... Enfin, bref, elle était assez mal foutue. Je me suis dit « Bon, ça ne doit pas bien marcher. » Mais ça, c'est juste une petite anecdote au passage. La première chose... sur laquelle est très important. Moi, j'ai entendu cette phrase du Dalai Lama que j'ai retenue, que j'ai fait mienne, et dit « La bonne pratique, c'est celle qui marche ». Je veux dire par là qu'il ne faut surtout pas être perfectionniste. Il ne faut surtout pas... On a tendance à être très scolaire dans notre façon de procéder, à être trop technique. Il faut savoir que avec l'Orient qui a amené la méditation, tout le monde a voulu se mettre à la méditation, et je vois beaucoup de gens qui peinent. Moi, j'ai même des moines qui viennent chez moi pour réapprendre la méditation, parce que justement, j'ai eu une nonne zen qui est venue chez moi, elle est repartie, elle me dit, au début, ça me déroutait, parce que moi, je lui ai invité à pratiquer allongé au début. Elle me dit, mais nous, on ne fait pas ça, on ne nous a pas appris comme ça. Je dis, mais c'est pas grave, faites-le, et vous verrez. Je dis, parce que, en fait, vous êtes là, assis, figé, en train d'essayer de méditer, on est des Occidentaux. On a les Tibétains, les Indiens ont des millénaires de pratiques méditatives. Pour eux, ils s'assiedent, ils sont déjà... Et c'est là. Nous, on n'a pas ça. On a des carences énormes. On est bourré de culpabilité, du sens du devoir, etc. Donc, aujourd'hui, les gens, en Occident, quand ils méditent, ils s'assiedent, mais avec le sens du devoir. Il faut que je fasse ma pratique. Déjà, ça, c'est foutu. Si vous pratiquez comme ça, il faut que je fasse ma pratique. Vous êtes des bons petits soldats. Il dit, voilà, Bruno, il a dit qu'il fallait pratiquer la méditation. Donc tous les jours, je m'astreins, je me lève à 4 h du matin, je fais... non, c'est moi qui fais ça à 4 h du matin, c'est pour ça que j'ai... Mais voilà, et vous faites ça comme... Et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Je disais que la méditation, c'est de retrouver l'état naturel. Deuxième aspect qui est très important, le plaisir. C'est de se faire plaisir. Ça doit être un moment qu'on passe avec soi, et c'est le moment ou le lieu où vous êtes libre de faire toutes les erreurs que vous avez envie de faire. Parce que c'est un tâtonnement. C'est petit à petit, on fait, tiens, aujourd'hui, je ressens des choses, tiens, aujourd'hui, je ressens rien, tiens, là, il se passe des choses. Parce qu'il y a aussi, je vois chez beaucoup de thérapeutes, on leur dit, il faut sentir les choses, mais on s'en fout de sentir. C'est pas grave, c'est faites. Faites, vous refaites, vous sentez, c'est très bien, vous ne sentez pas, c'est très bien. Ça se détend, c'est très bien, ça ne se détend pas, c'est très bien aussi. C'est pas grave. Et vous recommencez en étant tout à fait à l'aise, en oubliant complètement toute notion de résultat. Un jour, je vais vous raconter une autre anecdote, quand j'étais avec Chimène Rinpoche. Ça faisait un moment, j'avais mon cabinet, puis j'étais dans une période un petit peu difficile, où j'avais un peu moins de monde. Et puis je vais le voir, et puis je lui dis, voilà, écoutez, en ce moment c'est un peu difficile. Et puis, donc moi j'attendais des conseils, de l'aide, il me répond, parce qu'on se parlait en anglais, comme il avait un anglais aussi rudimentaire que le mien, donc on arrivait à se débrouiller, et il me disait, no success, ça ne marchera pas, laisse tomber. Je dis, bon d'accord, merci pour les encouragements, enfin bon bref, je suis reparti avec ça comme réponse. Mais comme j'étais un parfait méditant et que je me suis mis à réfléchir, à me dire, bah, il me dit ça parce que ça a un sens, il y a forcément un sens pour qu'il me dise ça. Donc, et puis après, je le revois, je crois, 6 mois à peu près après, et je lui dis, ça y est, j'ai compris pourquoi vous m'avez dit ça, c'est parce que vous voulez me libérer de la peur de l'échec. Il me dit, non, success, ça ne marchera pas. J'étais un peu déconfit, je repars, 6 mois passent, et puis là, je suis allé faire une retraite avec lui, puis je vais le revoir, et puis il me répond exactement la même chose en me disant « mais retourne à ton ancien métier, refais ce que tu faisais avant ». Puis moi, il était hors de question que je retourne à mon ancien métier. Et puis il me dit « mais ce matin, viens quand même à mon enseignement ». Donc je vais à son enseignement, puis je m'assieds, puis je l'écoute. Il a dit une chose d'une banalité absolument extraordinaire, mais quand je l'ai reçu, ça a tout changé. Il a dit tout simplement « vivez sans attente, vivez sans espoir ». Vivez tout simplement. D'un seul coup, quelque chose est tombé, c'est-à-dire l'attente du résultat, de vouloir absolument un résultat. Ça ne veut pas dire qu'on s'en moque du résultat, ce n'est pas la question. Mais si on comprend ce que ça veut dire résultat, résultat, ça veut dire résulte de. Donc ce n'est pas le résultat qui est important, c'est ce que vous faites pour aller vers le résultat. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens dans la pratique, vous allez y trouver ce que vous y mettez. Si vous y mettez beaucoup d'attente, si vous y mettez du perfectionnisme, si vous mettez... Voilà, ça ne va pas marcher. Mais par contre, si vous y mettez de l'enthousiasme, du plaisir, de la joie, de la curiosité,
c'est exactement ce que vous allez récolter. Donc quand vous pratiquez, amusez-vous. Ne soyez pas solennel. Parce que je vois des gens, c'est yogi pur et dur. Ils sont assis, ils ont parfois même la position du yogi parfait, ils sont raides comme des piquets. On a eu dans un stage tout récemment quelqu'un qui avait fait Vipassana. Pour ceux qui ont fait Vipassana, c'est 10 jours, vous levez à 4 h du matin, et vous devez pas bouger d'un poil. Pas bouger le petit doigt, on vous donne des instructions, etc. C'est un peu militaire comme ça. Alors il paraît que c'est un peu changé quand même, parce que je pense que les gens venaient plus à force, mais c'est pas ça la méditation. On a une amie l'autre jour qui nous raconte, qui nous dit comment elle méditait, comment elle était pleine d'énergie après. Mais elle me dit ça demande tellement d'efforts, elle se concentre sur chaque point du corps, etc. Et à la fin, elle est épuisée. Elle dit mais c'est fatigant, elle me dit moi j'ai besoin de me reposer. Je lui dis mais c'est pas ça la méditation. Je dis la méditation ça ne demande aucun effort. C'est justement tout l'inverse de l'effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, c'est de l'attention. On se prête de l'attention. Comme je dis toujours aux personnes qui pratiquent avec moi, je leur dis en fait vous allez vous porter de l'attention à vous-même comme vous porteriez de l'attention à un ami. En fait, cette conscience qui est plutôt tournée vers l'extérieur, vous la tournez vers vous-même, vous vous prenez enfin en considération. Vous vous occupez de vous et sans idée de résultat, juste avec le souhait d'être bénéfique pour soi-même. C'est ça la compassion. C'est d'entrer, comme disait, j'aime beaucoup, c'est Pema Chodron qui disait, la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. C'est d'être un ami pour soi. Pendant, vous faites 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, d'amitié avec vous-même. Vous devez être un ami avec vous. C'est ça être attentif à soi. Et vous pouvez utiliser, si vous avez peur de vous disperser, vous venez sur le corps, vous venez sur le souffle, mais avec un esprit ouvert. Pas un esprit, tu vois, je regarde le front, je regarde les yeux, etc. C'est ça, c'est fatigant. Voilà. Bah oui, c'est fatigant. Fatigant, Mais oui, ça marche pas. Je vous ai enregistré cette semaine un exercice, vous allez voir, c'est très agréable. Et vous l'écouterez, vous le mettez pendant 25 minutes et faites-vous du bien. La pratique, c'est de se faire du bien. Vous trouverez dans la pratique ce que vous y mettez. C'est pas d'être parfait. Et je vois trop de gens qui, moi j'ai appris ci, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Je suis allé dans des dojos zen. C'était tellement austère, je suis parti en cours, je me suis dit, si ça amène à ça la méditation, c'est pas ça que je cherche. Ensuite, les sages que j'ai rencontrés, par contre, j'ai rencontré des sages heureux, hilars, qui débordaient de vie, qui étaient joyeux, qui étaient comme des enfants. Et je me suis dit, mais voilà ce que je cherche. Et ça n'avait rien à voir avec cet esprit austère. On est dans une espèce d'austérité épouvantable. Et Hélène, qui est venue dans mes stages, je peux le dire, on se marre bien quand même. Ah, vraiment, oui. Ouais. Voilà. Et il y a plein de bonne humeur, il y a plein de joie, parce que l'idée, c'est justement, c'est de susciter la joie, c'est d'être dans quelque chose d'heureux. Et l'avantage, alors ce qui est bien avec les stages, c'est que pendant plusieurs jours, on est tous ensemble et on fait justement que ça, de la pratique. Et les gens baignent, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Ils sont baignés dedans du matin au soir. Et ils voient justement qu'il n'y a rien d'austère, qu'il n'y a rien de... Au contraire, c'est léger, c'est joyeux, c'est agréable. Mais les gens repartent transformés. Mais vraiment transformés. On a même des gens qui repartent guéris. Mais ils sont... Parce que c'est normal, ils baignent dans une atmosphère tellement heureuse, où ils se sentent tellement légers, tellement joyeux, qu'après, ils ne veulent qu'une chose, c'est ça. Je leur dis, mais maintenant, c'est bien, vous avez un repère. Mais maintenant, il faut le cultiver, l'entretenir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a que comme ça que ça vient. Et c'est de l'entretenir, mais c'est pareil. J'ai envie de dire, vous avez deux façons de bêcher votre jardin. Vous pouvez y aller en râlant, en vous disant, il faut que je bêche mon jardin, parce que sinon, il n'y a rien qui poussera. Et puis, vous pouvez y aller en sifflant, et en vous disant, bah, tiens, je vais passer du temps dans la nature, je vais retourner la terre, etc. Je vais vous dire, c'est un peu pareil quand vous poussez le balai ou quand vous tirez l'aspirateur. Mais c'est la même chose. De toute façon, vous devez le faire. Tant qu'à le faire, autant le faire joyeux. Et vous n'aurez pas le même résultat à la fin. Parce que quand vous passez l'aspirateur en pestant, vous allez voir comment vous serez après énervé, tendu, etc. Alors que si vous le faites en sifflant, en vous disant, de toute façon, voilà, et vous pouvez le faire. Et c'est qu'une question d'état d'esprit.
c'est vraiment ce que vous mettez dans ce que vous faites. Et c'est pour ça que je rajouterais aussi que la méditation, ce n'est pas juste ces moments où vous passez du temps avec vous, c'est toute la journée, c'est toutes les petites choses que vous pouvez cultiver à chaque instant, dans tout ce que vous mettez, dans tout ce que vous faites. Chaque fois que vous avez l'opportunité, c'est comme une espèce de rappel comme ça. En fait, vous avez un rappel, vous vous rappelez en disant tiens. Et vous pouvez vous amuser à vous mettre des rappels partout. Vous pouvez mettre des rappels partout pour vous rappeler, et puis vous revenez comme ça, constamment à la pratique. Et vous cultivez, vous l'entretenez. Vous dire ah ouais, mais il faut faire tout ça. Bah oui, mais vous voulez le bonheur ou pas? Il ne vient pas tout seul. Et d'ailleurs, à titre d'information, vous savez qu'il faut beaucoup plus de muscles pour faire la gueule que pour sourire. Ça en dit long. Voilà. Et comme disait une amie psychologue, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la tête que vous faites. Voilà. Donc, alors, déjà mon conseil, c'est créez-vous un univers aussi. C'est important, sélectionnez vos lectures. Virez les infos, s'il vous plaît. La radio qui tourne en toile de fond, comme ça, dans la voiture ou le matin, c'est une horreur. Vous êtes en train de vous faire des suggestions, vous êtes en train de nourrir. Regardez ce que vous nourrissez. Justement, il y a la nourriture physique qui est très importante, parce que là aussi, hein, en Occident, on est les rois, hein, on excelle dans ce domaine. Hein. On avale n'importe quoi qui nous intoxique, qui nous fatigue, qui en rajoute un petit peu sur notre état, sur nos humeurs, etc. Mais il y a aussi toute la nourriture qu'on ingère tous les jours sur le plan psychologique et spirituel. Donc, lisez des choses saines qui vous donnent envie de vivre, qui vous donnent la joie de vivre, qui vous donnent envie d'aller de l'avant et de l'entretenir. Ça s'entretient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Constamment. Regardez des films drôles qui vous amusent ou qui vous distraient, qui vous font du bien. Pas des films tristes où vous avez juste envie de vous flinguer à la fin du film, où vous êtes en train de sortir le mouchoir. Mais demandez-vous, qu'est-ce que je veux amener dans ma vie? Et donc faites des sélections, choisissez. Moi, j'ai plus de télé à la maison. Donc, mais ça ne m'empêche pas de regarder des films de temps en temps. À vous de créer l'univers et surtout, nourrissez l'aspiration à. Il y a un autre aspect en allant plus loin, vous verrez que c'est pour ça que je parlais de l'interdépendance. Notre bonheur ne peut pas exister seul. Vous voyez, quand je fais une réunion comme celle-ci, et comme toutes celles que je peux organiser avec mes comparses, je me dis, mais je vois, je ne sais pas, vous devez être une centaine, 100 âmes qui sont avec une aspiration. Vous avez peut-être entendu parler des méditations collectives qui ont été... Greg Braden a fait des travaux absolument extraordinaires. Il a montré que comment en un lieu, 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes méditent ensemble, la puissance que ça dégage. Nous, on le vérifie chaque fois qu'on fait des retraites, parce qu'on voit justement des gens qui repartent, mais ils ont complètement transformé, parce que pendant... 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on n'a fait que ça, que ça, que ça. Il y a des gens qui venaient en se disant « c'était ma dernière chance, je ne pensais jamais que je m'en sortirais », et qui sont repartis, qui disaient « mais je n'imaginais même pas que c'était possible ». Et on leur montre que c'est possible. Quand autant de personnes se mettent à méditer, et je me dis que, et c'est pour ça que je me lève le matin. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai arrêté parce que j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Ça fait 32 ans que je suis en vacances. Oui, parce que je fais ce que j'aime. Les gens qui font ce qu'ils aiment, mais ils sont toujours en vacances. On se lève le matin, moi je me lève tous les matins à 4 h du matin. Vous allez dire, oh, attends, je me lève à 4 h du matin, mais j'adore me lever à 4 h du matin. D'autant plus que, comme ça, j'ai l'impression d'avoir une longue journée devant moi et que je vais pouvoir faire plein de choses. Je médite, ensuite je vais marcher, je regarde la nature, et puis ensuite je prends mon petit déjeuner, je nourris mon chat, on passe du temps avec Nathalie, on fait plein de choses, avec Loïc aussi, on prépare des événements, on crée sans arrêt. Et on se dit, mais tout le monde ne peut pas faire ça, mais si tout le monde peut faire ça. Choisissez votre vie, ne laissez pas les autres choisir votre vie à votre place. Et je dirais que c'est une chose que une question à laquelle j'invite toujours les gens qui viennent dans mes stages. Je leur dis, il y a une question que vous devriez vraiment vous poser, de manière la plus crue et la plus authentique possible. Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Eh oui, et c'est ça le problème. C'est qu'une grande partie de la population ne sait pas, justement, ce qu'ils veulent. Et le problème, comment est-ce que vous voulez obtenir quelque chose si vous ne savez pas ce que vous voulez? Ça n'arrivera jamais. Le problème aussi, c'est qu'on n'ose pas se poser la question. Parce que derrière, on se dit, oui, mais si c'était pas possible, et si j'y arrive pas, et si ça marche pas, etc. Donc on n'ose même pas se poser la question. Parce qu'il y a un ingrédient majeur à la réussite, c'est la confiance en soi. Et oui, mais ça se cultive aussi. Tout se cultive. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout se cultive. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes tous, chacun, un immense champ de possibilités, inexplorées. Il n'y a pas une personne ici, dans cette pièce, qui ne peut pas transformer son existence, qui ne peut pas créer du bonheur, qui ne peut pas créer son bonheur. C'est inhérent à notre nature. Tout le reste, ce sont des croyances, ce sont des idées, et qui parfois nous arrangent d'ailleurs, qui arrangent notre paresse. On préfère croire certaines choses, parce qu'on se dit, ouais, mais va falloir que je change des choses dans ma vie, va falloir que... Ben oui, mais c'est bien connu des psychologues, ça d'ailleurs, le fameux oui, mais. Il y a un film même qui a été fait par Gérard Jugnot, qui s'appelle Oui, mais si vous avez l'occasion de le voir, ça vaut la peine. La question est juste savoir qu'est-ce que je veux maintenant. Qu'est-ce que je veux maintenant et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que ça arrive. Vous savez, avancer dans la vie, c'est simple. C'est pas compliqué. Vous faites un pas, puis un autre, et puis au bout d'un certain temps, vous aurez fait des centaines de kilomètres. Les gens se disent... En fait, c'est quand vous commencez à voir... Comment dire? C'est pour ça quand on parlait du résultat. Vous dites, ouais, mais il faut réaliser tout ça. Si vous regardez tout de suite la cathédrale en vous disant, je voudrais réaliser une cathédrale, bon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais si tous les jours, vous mettez une pierre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, inlassablement, tranquillement, ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, une pierre tous les jours. 365 jours de l'année. Au bout d'un an, vous aurez posé 365 pierres. Ça représente déjà un bon mur. Et vous pouvez continuer comme ça, et au bout de quelques années, vous avez une magnifique maison. C'est pour ça que dans le zen, on dit, on ne se concentre pas sur le but, mais sur le processus. Celui qui pense à la victoire a déjà perdu. Donc ce n'est pas le but qui est important, c'est ce que vous faites maintenant. Rappelez-vous, si vous ne plantez pas les graines aujourd'hui, si elles restent au fond de votre tiroir, ça ne restera que des graines. La graine a le potentiel de faire un arbre, une belle plante, des fruits, tout ce que vous voulez. Mais tant qu'elle reste dans le tiroir, ça ne reste que du potentiel et pas une réalité. Et vous pouvez actualiser ce potentiel en mettant ces graines tous les jours, un petit peu. Ce n'est pas de faire des grandes prouesses, de passer des heures de méditation. Si au moins vous arrivez à vous accorder ne serait-ce que 10 minutes ou 15 minutes de méditation tous les jours, dans un esprit bienveillant, respectueux à l'égard de vous-même, en vous faisant du bien, et non pas en vous contraignant à avoir un résultat, en disant il faut que ça marche. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Mais en vous faisant du bien, en prenant soin de vous. Parce qu'il y a une différence entre se préoccuper de soi et s'occuper de soi. C'est pas la même chose. Donc, prenez soin de vous, tout simplement. Et si un jour vous avez envie de venir à un stage, vous êtes bienvenus. On organise ça. Alors, sachez juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandes. On est là, pratiquement, celui du mois de mars est déjà pratiquement complet. Il ne reste que 2 ou 3 places. Il y en aura au mois de mai, au mois d'août, on fait des stages d'été, on en fait un nouvel an aussi, mais là c'est pour ceux qui ont déjà fait un stage. À côté de ça, vous avez des cours sur Internet qui vous sont proposés, où on vous accompagne, on vous aide. Il y a des ateliers qu'on fait régulièrement, il y a des journées, des ateliers découvertes. Oui, non, je voulais juste préciser que demain, justement, on organise un atelier. Ah oui, demain on fait un atelier aussi, pour ceux qui veulent venir. Ça s'appelle de la réalisation de soi au bonheur de vivre, dans lequel vous pourrez effectivement apprendre à appliquer tout ce qui a été dit ce soir. Voilà, on va pratiquer. Voilà. Demain, 10h, ici, dans cet hôtel. Donc, je ne sais pas, il faut signer où, Didier? Vous allez voir Didier, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Voilà. Alors, j'en ai pas profité, je fais juste une petite... pour remercier Didier qui nous a invités, parce qu'il nous a vus sur
sur Internet, il est tombé sur une vidéo, ça lui a plu, il lui a dit écoute, il faut que tu viennes. Donc je suis venu, je n'avais pas prévu de venir à Nice, parce que là on s'est un petit peu terré en Alsace. On est bien, c'est vrai qu'on bouge. Bah, le problème, c'est que moi, on avait commencé à organiser les stages en déplacement, mais nous, ça nous demande toute une logistique tellement compliquée, tellement lourde à mettre en place, etc., que c'est plus simple pour vous de venir. Vous savez, on a mis qu'1 heure hein, pour venir. Bah ouais. Nice, Strasbourg, c'est 1 heure. Bah ouais, ça paraît loin comme ça, mais nous, j'ai mis plus de temps pour aller à l'aéroport que pour venir ici. Alors non, il y a plus simple encore, vous allez jusqu'à Mulhouse. Nice-Mulhouse, et après, vous avez une demi-heure de train. Et après, il y a une demi-heure de train. Voilà. Et après, vous êtes dans la campagne, à 800 mètres d'altitude, au milieu des... Comment ? Non, le lieu de stage, il est dans le Haut-Rhin. Moi, j'habite dans le Bas-Rhin. Et alors, une fois qu'on quitte le train, il faut prendre une voiture ? Non, alors, juste, il faut savoir, c'est que on organise des covoiturages avec les participants. Donc on a créé un groupe sur Facebook. Donc les gens, ils s'arrangent entre eux et ils se véhiculent. Il y a même des gens qui partent ensemble du lieu de destination. Ils font route ensemble, ils font connaissance. C'est super sympa, on organise ça. Et puis, donc voilà. Non, ne voyez pas la distance quand même, surtout aujourd'hui, avec les moyens de transport qu'on a, c'est quand même extraordinaire. Même moi, je m'étais fait des idées. Puis ça nous a fait assez bizarre parce qu'on est parti... On est parti à 14 h et puis à 16 h 30, on était là. Ça va vite ? En Corse ? Bah, il y a un avion qui va de Corse jusqu'à... Non, mais moi, je parle pour faire le même... Ah oui, mais alors là, pour nous, c'est encore plus compliqué, parce que d'emmener toute la logistique là-bas... Non, je parle pour faire la même chose qu'aujourd'hui. Ah oui, une conférence, ouais. Ouais. Bah, à l'occasion, ouais. Si les Corses nous invitent, on vient. Oui, mais les Corses sont sympas. J'ai une question. Comment concilier sa vie matérielle, ce que j'appelle matériel, c'est une vie professionnelle pour moi, et une vie à côté qui peut être spirituelle, mais qui n'est pas forcément toujours en harmonie dans la vie de tous les jours? Ouais. Bah, c'est très facile. Ah bon? Oui. Eh ben, on va y aller alors. Je vous laisse développer. L'erreur, c'est justement de séparer le spirituel du matériel. En fait, c'est justement... Je vais résumer ça autrement. Qui mieux qu'une personne en paix peut apporter de la paix autour d'elle? Et qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? C'est-à-dire que c'est ce que je cultive en moi-même qui va affecter tout le reste. Si je suis bien avec moi-même, dans mon travail, ça va aller mieux, dans mes relations, ça va aller mieux. En fait, c'est qu'on crée justement cette espèce de séparation entre une vie qu'on veut construire à part et ma vie de tous les jours. Mais c'est l'inverse. C'est justement, c'est ma vie spirituelle. Je parle dans le sens spirituel, pas dans le sens perché du terme, parce qu'aujourd'hui, on a droit à des gens, comment on appelle ça? Les canaux, le canal. Il y en a qui sont canal, il y en a qui sont chaman, il y en a qui sont machin. J'ai rien contre tout ça, mais ça crée quand même beaucoup de confusion, il faut être honnête aujourd'hui. La vie spirituelle, c'est quelque chose de très concret. C'est je cultive tous les jours tout ce qui participe à mon bonheur, je le cultive en moi-même. Et si je suis plus en paix, je serai plus en paix dans mon travail, je serai plus en paix dans mes relations. Je vais apporter quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Donc il n'y a pas de séparation en fait en notre vie matérielle. Dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément si calme, si paisible, si tranquille. Non, c'est ce que moi je vais amener dans ma vie qui me stresse justement. Comment est-ce que je peux faire en sorte, faire de toutes ces situations, parce que moi du stress aussi j'en subis, je dois gérer des tas de choses, on est organisé là, on a eu un contrôle URSAF il n'y a pas longtemps, on a des trucs comme ça à gérer qui ne sont pas drôles, mais justement si on le prend d'une manière ordinaire, ça va provoquer un stress énorme et on ne sera plus capable de le gérer. Et en fait c'est plutôt de créer, comment dire, voilà. On dit que les vagues, l'agitation dans la mer, elle est en surface et en profondeur. On ressent plus cette agitation, mais elle continue à se produire. Quand on a cette pratique, quand on a cette maîtrise, c'est-à-dire qu'on est chahuté de la même façon, mais ça ne crée pas, ça ne nous perturbe pas.
Et on est beaucoup plus capable d'agir de manière plus appropriée. C'est de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Cette hauteur qui va être salutaire justement pour agir de manière appropriée. On est trop collé dans les choses et il faut pouvoir se décoller. C'est un peu comme si vous faites un dessin, vous êtes trop collé dans le dessin et vous avez besoin de prendre de la distance pour voir en disant « Ah merde, je suis en train de m'échapper, là, il faudrait que je fasse autrement, etc. » Et dans notre vie, on n'arrive pas à avoir cette distance salutaire qui est tellement nécessaire. Justement, j'ai des conflits avec mes enfants. Comment ça se fait que je suis si souvent en conflit avec mes proches, avec mes parents, etc. Eh bien, c'est de prendre de la distance et de voir comment, souvent, sans même m'en rendre compte, je participe à ça. Comment je fais exister ces difficultés, ces conflits, et comment je peux amener quelque chose de différent dans ma relation avec les autres pour qu'elle soit justement différente. Et on peut faire tout ça. Moi, je suis intervenu dans des entreprises, parce que je suis intervenu à France 3, je suis intervenu dans les hôpitaux universitaires à Strasbourg, et on voyait, il y avait des conflits énormes, c'était difficile. Je leur ai montré justement, par la pratique, comment retrouver cette paix intérieure, comment prendre de la hauteur, de la distance. Mais les relations se sont considérablement assainies entre les gens. Alors après, il aurait fallu qu'on continue, mais malheureusement, l'administration a mis son veto. Et c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, qui était extraordinaire. Je forme énormément d'enseignants et ils me disent tous, unanimement, avec cette pratique, mais ça change tout avec leurs enfants. Ils sont très différents. Ils disent d'abord, j'arrive plus zen, et comme moi je suis plus zen, eh bien l'enfant, lui, il est déjà beaucoup plus zen. Parce que moi, je projette mon stress aussi. Donc moi, je vais réduire considérablement toutes ces projections qui font qu'elles n'interféreront plus, même si l'autre, il est stressé. Ça, c'est pas que c'est pas mon affaire, c'est que je serai beaucoup plus en mesure de l'aider, justement, à s'en libérer. Et ça, c'est très important. Si on n'a pas cette maîtrise, c'est très compliqué. Et j'ai un ami d'ailleurs qui était prof qui m'a dit, mais c'est extraordinaire. Même après, j'apprenais aux élèves à se détendre avant de commencer un cours. Et j'avais un cours, mais qui était magique. C'était magique, ça met de la magie dans vos relations, justement. L'amour, je parle de l'amour, de la compassion, la méditation, ça met de la magie dans vos rapports. Oui. Vous dites que quand on médite, il faut se poser parfois, enfin, il faut souvent se poser la question, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux Et je parle au nom de gens, pas pour moi, spécialement, mais pour des jeunes que je côtoie et qui n'ont pas la réponse à ces questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de, qui sont jeunes encore, et par quel... est-ce qu'en méditant, ça va leur apporter justement cette présence d'esprit? Bien sûr. Mais ça, alors déjà, ça commence à se faire parce que la méditation entre dans les écoles et les résultats sont juste simplement extraordinaires. Et ça, je pense que dans l'avenir, ça va nous inviter à complètement réviser notre manière d'enseigner. Parce que déjà, on n'apprend pas aux gens... c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle, on l'avait vu sur une vidéo il n'y a pas très longtemps, qui disait que l'école, ça ne rendait pas les gens intelligents. Ça, on leur apprend à par cœur, à faire du par cœur, à être des moutons, etc., mais on ne les rend pas intelligents. C'est-à-dire qu'on écrase complètement leur caractère, parce que justement, on a envie de mouler tout le monde, mettre tout le monde dans le même moule. Mais on a tous, et ce que je trouve extraordinaire, mais c'est avec ça qu'on est justement fâché aujourd'hui dans une culture, il n'y a rien de plus beau que la différence. Il n'y a rien de plus beau que la différence, et seulement, justement, on veut que tout le monde se ressemble, ou que l'autre nous ressemble, etc. Mais c'est une erreur. Ce qui fait justement la richesse dans les relations, c'est la différence. Et c'est que chacun est différent. Et c'est en acceptant ces différences, chacun va apporter justement ce potentiel. Imaginez que vous n'ayez que des carottes pour faire de la soupe, vous n'aurez qu'une soupe de carottes. Mais si vous avez plein de sortes de légumes, vous allez avoir une soupe qui sera variée, qui sera riche en couleurs, en saveurs, etc. Et c'est pareil, le monde a besoin de chacun de sa différence. Et si on apprend à accepter ça, au lieu de mouler les gens, de vouloir absolument les enfermer dans un moule, dans une façon de faire ou d'être, c'est au contraire d'apprendre à révéler la différence de chacun, eh bien c'est ce qui va faire justement toute la différence. Et nous, la fille de Nathalie est venue, qui a 15 ans, elle est repartie, mais dans un état de... Mais vraiment tranquille, hein, je ne sais pas si tu veux en parler, mais ta fille était... Oui, effectivement, ma fille, elle a 16 ans et donc je suis séparée d'avec son papa. Tiens, je te le prête.
effectivement, ma fille a 16 ans, donc je suis séparée d'avec son papa et elle vit avec son père. Et c'est un milieu, son père est un homme d'affaires, donc hyperactif, très matérialiste, tout ce qui peut concerner méditation, spiritualité, je ne connais pas du tout. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est gagner de l'argent pour se sécuriser au maximum. Donc elle vit dans un contexte assez étouffant et très stressant. En plus de ça, elle est dans une école un petit peu, elle est dans un lycée effectivement un petit peu élitiste, où effectivement la pression des professeurs par rapport au diplôme, par rapport aux études, par rapport au bac, est très important. Et il se trouve qu'effectivement la fille n'était pas très heureuse. Et donc elle est venue à 2 reprises sur des stages. Alors elle avait 16 ans, elle s'est retrouvée effectivement avec un groupe de personnes. C'est vrai que les stages sont environ 50-70 personnes. Et elle était étonnée de trouver une mixité d'âge, puisqu'on s'est retrouvé avec d'autres adolescents de 17, 19, 20 ans. Et elle qui au début me disait « Oh maman, ton milieu, ton monde, c'est pas mon monde, j'en veux pas du tout, c'est ton truc à toi ». Finalement, elle y est venue petit à petit, parce que je pense qu'à force de nous voir vivre d'une certaine manière et d'être plutôt serein dans notre façon de vivre et de travailler, elle a commencé à s'intéresser à ça et à se dire « Tiens, oui, bon voilà, je vais faire un stage avec maman, et bravo ». Et elle est repartie, mais complètement transformée. Et moi-même, je n'y croyais pas. Elle est rentrée dans la méditation, alors qu'elle était vraiment, mais vraiment très... Elle rejetait vraiment ça et on était vraiment très surpris par je sais pas, par cette transformation qui s'est faite grâce au lien et grâce en fait à tout cet amour qu'elle a pu ressentir lors du stage. Ils sont très écrasés en fait, hein, au niveau scolaire, on leur dit, enfin ils sont très moulés et on leur demande d'être conformes à quelque chose. Et là, elle a pu être elle-même à 16 ans, elle a pu être respectée par des adultes, elle a pu être respectée par d'autres jeunes, telle qu'elle est. Et ça l'a beaucoup aidé à se regarder différemment. Parce qu'effectivement, il y avait le regard de l'autre, le regard des profs, le regard de la famille qui disait non, il faut être comme ça, il faut être parfait, il faut être le meilleur, il faut être performant, il faut avoir des études. Et là, elle se dit, waouh, je me suis reposée, je suis moi-même et je peux être Ophélie telle que je suis avec mes défauts. Et sans que personne ne me juge. Voilà. Et des exemples comme ça, on en a plein, des pelles entières. Et c'est le message qu'on essaie de communiquer, c'est que votre situation n'est pas figée, quel que soit votre point de départ. Encore une fois, vous pouvez faire un pas et un autre et un autre et un autre. Je pense qu'on vit dans une culture qui aujourd'hui arrive dans une impasse d'ailleurs. On est complètement dans une impasse parce que je pense que si notre modèle social marchait, on aurait des gens quand même un peu plus heureux. Et malheureusement, on a de plus en plus de burn-out, on a de plus en plus de dépression nerveuse, on a de plus en plus de maladies graves et on a des gens qui sont mal dans leur peau. Malheureusement, aujourd'hui, même justement, le cannabis est devenu une banalité parce que justement, pourquoi on fait ça? Parce qu'on est perdu, on essaie de trouver, on essaie de s'évader du stress, comme là, avec l'alcool, c'est exactement pareil. Et tout ça, pour moi, c'est très inquiétant, c'est que justement, on n'est plus capable de donner réponse à ces jeunes. On n'est plus capable et on n'est plus, nous, adultes, des repères pour eux. Et même à la limite, c'est même pire que ça, parce que moi, ça a été un peu le cas avec mes parents, on est parfois des repères qui ne donnent pas envie. Et c'est pour ça que souvent les parents viennent me voir et disent « Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour mes enfants ?» Je leur dis « Moi, je ne peux rien faire pour vos enfants, c'est vous qui les élevez. » Mais par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est que vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Et c'est pour ça que le plus grand des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est justement d'être heureux. Parce qu'on lui montre que c'est possible. Je pense. Et je pense que c'est dans le bouddhisme, on parle du vœu de bodhicitta. Le vœu de bodhicitta, ça veut dire quoi? C'est de chercher à atteindre l'éveil pour permettre aux autres de réaliser l'éveil. Et qu'en fait, grosso modo, ça veut dire que c'est que je réalise le bonheur, comme ça je peux montrer aux autres que c'est possible. Et j'ai envie de dire, pour nos générations à venir, eh bien, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. C'est pour ça que votre bonheur est très important. C'est pas quelque chose d'égoïste que de s'occuper de son bonheur, et au contraire, c'est quelque chose de très altruiste. Parce que vous donnez le change aux autres.
Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est en paix, ben, il va apporter de la paix autour de lui. Quelqu'un qui est joyeux va apporter de la joie autour de lui. Quelqu'un qui a confiance en lui va apporter de la confiance autour de lui. Donc c'est tout ce qu'on a à cultiver. Et si vous inquiétez pour vos enfants, ben arrêtez de vous inquiéter, prenez soin de vous et vous allez automatiquement prendre soin d'eux. Moi, j'ai le nombre d'anecdotes que j'ai de parents qui me disent, juste un exemple, c'est une commerciale qui était toujours stressée, sous pression, etc. Et puis elle est venue me voir un jour, parce qu'elle disait, bon, je vois avec mes enfants, je rentre le soir, je suis stressé, je suis tendu, je projette ça sur eux, et elle me dit, c'est devenu insupportable, je ne peux plus accepter ça. Et donc elle a entrepris, elle a suivi la démarche avec moi, elle a fait les 3 cycles de la méthode. Et puis, elle vient me voir à la fin, et puis elle me dit, mais écoutez, faut que je vous raconte quelque chose, c'est extraordinaire. Un jour, ma petite fille, elle vient sur mes genoux, puis elle me dit, tu sais, maman, t'as beaucoup changé, parce que même quand tu te fâches, eh ben, c'est plus pareil. Oui, c'est extraordinaire. Et on a plein de gens, de choses comme ça, d'anecdotes magnifiques. Un jour, un parent me raconte qui était un petit peu stressé, et sa fille lui dit, parce que au début, elle disait, bon, écoutez, maman, elle se retire dans la chambre, elle va faire sa pratique, elle va se détendre. Donc, parce qu'au début, il faisait irruption dans la chambre. Il disait, non, écoutez, j'aimerais bien... Et puis, les jours où elle était un peu stressée, ses enfants lui disaient, écoute, maman, tu devrais aller dans la chambre pour te détendre. Voilà. Dites-vous que tout le bien que vous vous faites, c'est jamais gâché, c'est jamais du temps perdu. Parce que je sais qu'on est dans une culture où les gens se culpabilisent de s'occuper d'eux. Mais c'est jamais du temps perdu. C'est vraiment du bien que vous faites aux autres. Parce que si vous êtes détendu, si vous êtes en paix, si vous êtes bien, vous faites un bien fou à tout le monde. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et que vous ferez automatiquement. Et c'est ça qui est finalement magnifique dans cette démarche, c'est que, en fait, ça bénéficie à tous. Donc, je terminerai en disant, ben, prenez soin de vous. Vraiment. Oui. Oui, c'est quoi le thème demain? Ouais, de la réalisation de soi au bonheur de vivre. Ouais. En fait, il y aura beaucoup de pratiques. On va vous donner des pratiques, justement. Il y a une très belle pratique qui s'appelle Donner et recevoir, qu'on va faire ensemble. Je vous montrerai justement comment on peut créer cet univers justement d'amour et de compassion sans tomber justement dans cette attitude sentimentale, affective qui n'a rien à voir avec l'amour et de voir les bénéfices que ça produit sur soi et sur les autres. Puis il y aura plein d'autres pratiques, on va faire plein de choses ensemble. Vous verrez, c'est ce qu'on va faire en tout cas demain à l'atelier. Profitez-en parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir à Nice. Hein. Bien sûr. Oui, tout à fait. Ah ben on va mettre en application. Quand on manque une couleur, on se dit oh mince, faut que je recommence tout. Oui, mais ça, c'est pas ça la méditation justement. Ah oui, je me doute, je suis pas sur le bon chemin. C'est vraiment se faire plaisir, c'est s'amuser. Encore une fois, ça vient, tant mieux. Ça vient pas, c'est parfait. C'est pas grave, c'est d'être à l'aise avec ça. Alors j'ai juste une question qui souvent, ça c'est pareil parce que je crois qu'il y a de l'info puis il y a de l'intox. Et souvent on mélange tout. Et quand sur internet il y a du bon. Et parce que la preuve, si je dis là, c'est parce que j'ai vu le fait que vous soyez ici ce soir, mais en même temps, il y a du moins bon. Et souvent, on nous parle d'élever notre taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Le fait de méditer, ça permet d'élever notre taux vibratoire. Alors, c'est par rapport à nous, c'est par rapport aux autres, c'est par rapport aux plantes, c'est par rapport aux animaux, c'est par rapport à l'univers, c'est par rapport... J'ai envie de vous donner une réponse qui va vous paraître un peu crue, on s'en fout. On s'en fout, voilà, c'est bien, mais ça me convient. Voilà, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien, c'est que vous vous sentez bien, que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez le communiquer autour de vous. Le reste, c'est... Voilà. Voilà, parce qu'il y a de tout, hein, c'est affolant. Ouais, c'est beaucoup de bavardage. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, je pense que on a fait le tour. En tout cas, vraiment merci du fond du cœur. J'ai adoré passer cette soirée avec vous et j'espère que j'aurai le bonheur de vous revoir.